Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose une conférence sur le thème du nu et sur le thème du scandale. Alors, je vais me limiter à la sculpture et non pas à la peinture, comme traditionnellement quand on parle d'histoire de l'art. À cela, deux raisons. La première, c'est que j'ai repris des études d'histoire de l'art il y a une dizaine d'années et je me suis spécialisée dans la sculpture. Donc, je connais mieux ce sujet et c'est déjà une bonne raison pour en parler sans m'aventurer dans la peinture que je connais moins bien. La deuxième raison, c'est parce que la sculpture, c'est un art en 3 dimensions. Et si la peinture, c'est un art qui implique surtout votre regard, la sculpture, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'elle entre quasiment dans votre espace vital. Quand en plus c'est une représentation d'un corps humain et que ce corps humain est à votre échelle, vous avez l'impression que vous avez en face un autre. Et vous avez également avec la sculpture quelque chose que l'on ne doit pas faire en général dans les musées, c'est-à-dire envie de la toucher. Donc cela donne une dimension différente dans la sculpture qui est beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus tactile, et on verra que ça a de l'importance dans le sujet. Et enfin, également, la sculpture, c'est un art beaucoup plus public que ne l'est la peinture. Certes, il existe de la sculpture privée, des bustes sur les cheminées, ou des jolis petits nus, comme vous en voyez un ici, posés sur les commodes, mais très souvent, la sculpture a une dimension publique. Elle est installée sur les places publiques, elle est installée sur les monuments, et justement, les codes de représentation, et notamment sur cette question du nu, eh bien, ils ont là encore plus d'importance parce que justement, ils sont exposés à l'espace du public. Alors, je vais donc faire une petite introduction, et c'est un thème de réflexion que je vous invite donc à suivre avec moi, en commençant par cette magnifique sculpture de Falconet. C'est un sculpteur du XVIIIe siècle. Et vous avez ici, il y a beaucoup de mythes sur l'origine de la sculpture, mais une de celles qui est en vogue, c'est ici Pygmalion en train de sculpter. Et il sculpte une déesse qui est Galatée, et elle est tellement belle et surtout tellement réaliste qu'à un moment, la statue, que vous voyez ici embrassée par l'amour, est en train de prendre vie. Donc elle devient réelle, elle s'anime comme une vraie femme. Et évidemment, le sculpteur qui est à ses pieds, avec ses outils encore à côté, en est totalement saisi d'admiration. Donc commençons par le commencement et quelques petites définitions. D'abord, entendons-nous sur ce que ça veut dire le nu. Eh bien, on va dire simplement que c'est une représentation du corps humain dévêtu, et c'est là que les choses vont se compliquer, c'est totalement ou partiellement. Donc on va voir comment l'absence totale de vêtements ou partielle de vêtements, le corps recouvert et qu'est-ce qui lui est recouvert dans le corps, va pouvoir nous faire accepter qu'il s'agit ou pas d'un nu. Alors, une petite illustration. Je vous montre ici 4 représentations du David. Nous avons donc le premier qui est celui de Donatello, qui est sculpté entre 1430 et 1432, qui est vraiment le premier grand bronze que l'on fond depuis l'Antiquité. Le savoir-faire de la fonte des bronzes avait été effectivement à peu près perdu, donc ce n'est qu'à la Renaissance italienne que l'on recommence à réacquérir ce savoir-faire. La représentation d'ici est un homme qui a l'air un peu androgyne, qui est nu. On voit en plus ses attributs sexuels, mais comme vous le voyez, il est chaussé de bottes et il a un petit chapeau. Bien sûr, à ses pieds, il y a la tête de Goliath, et on le représente ayant tué Goliath. Ensuite, on a, quelques années plus tard, le David de Verrocchio, et Verrocchio s'inspire bien sûr du David de Donatello, et entend d'ailleurs le surpasser. Et c'est une sculpture un petit peu plus petite, elle fait 126 cm de haut, et on la date à peu près de 1472-75. Et là, la représentation du David est à peu près un peu conforme, jeune homme avec des bottes, mais cette fois il a un vêtement qui ressemble à quelque chose d'intermédiaire entre l'armure romaine et un costume un peu de page. Donc un David partiellement nu, un David
vêtue. Et bien entendu, celle-ci, vous la connaissez tous parce que c'est des statues les plus célèbres de l'histoire de l'Occident. C'est le David de Michel-Ange. Alors, les proportions sont totalement différentes, hein, puisque le David de Michel-Ange, il mesure 4,34 m de haut, 5 mètres avec le socle, qu'il est fait dans un seul bloc de marbre, d'ailleurs laissé à l'abandon parce que les autres sculpteurs n'avaient pas pu en tirer grand chose parce qu'il y avait un défaut dans le marbre, et seul David arrive à sculpter dans ce grand bloc de marbre une figure du David. Et là, c'est vraiment le nu le plus viril qui puisse s'imaginer, et qui est plus conforme d'ailleurs à l'idéal de l'Antiquité par rapport aux deux autres qui étaient un petit peu androgynes. On passe encore quelques années, en 1623-24, Le Bernin, autre grand génie de la sculpture, fait également une représentation du David. Mais cette fois, ce qu'on pouvait faire à la Renaissance, c'est-à-dire revenir au nu antique et à la nudité intégrale, n'est plus possible. Et on a quelque chose qui va masquer de manière assez providentielle des parties plus intimes qui ne sauraient pas être vues. Et donc voilà notre David du Bernin, représenté, c'est très fameux, les lèvres serrées, le front plissé parce qu'il est en train d'ajuster sa fronde. On voit ici qu'il a ses petits cailloux, et il est avant justement le geste qui va tuer Goliath. Donc 4 représentations effectivement du nu, dont seule celle-ci peut vraiment être considérée comme un nu complet. Mais ça se complique avec les époques. Parce que ce nu, très célèbre, on en offre une copie à la reine Victoria, qui, très flattée, entreprend de le mettre tout de suite au musée qu'elle vient de créer avec son époux, le Victoria and Albert Museum. Mais néanmoins, il y a une chose qui heurte la pudeur, et vous devinez, même si c'est assez modeste comme appareil, et un peu épilé, c'est de toute façon inconvenant. Et donc on trouve un stratagème qui est de faire une feuille que nous appelons feuille de vigne et que les Anglais appellent feuille de figuier, qui est amovible, qui est conservée d'ailleurs au Victoria and Albert Museum à Londres, et que l'on met en tant que de besoin quand des dames viennent visiter. On avertit bien sûr les gardiens avant, et voilà une des photos que j'ai pu trouver. On ne sait pas très visible, mais il a effectivement la feuille protectrice. Donc, suivant les époques, on accepte ou n'accepte pas, on habille ou on n'habille pas le nu. Et vous allez dire qu'au fond, maintenant, c'est quelque chose qui ne nous choque absolument plus. Nous verrons si c'est vraiment le cas. Alors, pour le nu féminin, ça va encore se compliquer. Parce que ce qu'on accepte encore des hommes, ça va être plus attentatoire à la pudeur concernant les femmes. Alors, pour les femmes, dans la tradition grecque et romaine, il y a une façon astucieuse de représenter des corps qui sont partiellement dévêtus, en tout cas qui portent un vêtement qui masque un peu les formes, mais pas trop. Et la technique, c'est ce que l'on appelle la draperie mouillée. Et comme elle est très mouillée, elle colle bien au corps. Donc ça masque, mais en fait on voit tout. Enfin, on voit tout. On voit la poitrine, hein, pour ce qui est de l'aspect ici que je désigne, c'est quand même un peu plus allégé et labouré. Donc cette fameuse Vénus d'Arles, c'est une Vénus que l'on trouve à côté de la ville d'Arles. Et ensuite, au milieu du XVIIe siècle, les citoyens d'Arles, sachant qu'ils ont un grand roi Soleil qui se ruine pour acquérir des antiques et les mettre dans son nouveau palais du Louvre, ne trouvent pas mieux que d'offrir la statue à Louis XIV, qui s'empresse de la mettre comme une pièce importante dans ses collections. Elle est en partie refaite, hein. Elle n'avait plus de bras, c'est exceptionnel de trouver des statues, et Louis XIV demande au grand sculpteur Girardon de refaire en partie le cou, et puis notamment ce bras et ici les mains.
Alors le seul nu vraiment authentiquement nu féminin que l'on trouve, ben, c'est la Vénus de Cnide. La Vénus de Cnide qui est en fait une Vénus très ancienne puisque on pense qu'elle a été faite par Praxitèle, le grand sculpteur grec. Elle désigne donc Aphrodite qui est nue, debout et qui ne cache que d'une main ce qui ne saurait être vu. Et ça n'est acceptable que parce que, un, c'est une déesse, donc on peut la représenter parce que c'est un idéal de perfection, et deux, parce qu'elle sort du bas. Et donc vous voyez d'ailleurs, il y a le drap là, dont elle va vite se vêtir. Représenter Diane complètement nue, c'est déjà nettement moins admissible. Là, donc, ça peut marcher comme ça. Néanmoins, on explique que Praxitèle avait fait deux versions de la Vénus, une habillée et une dévêtue. Et la Vénus donc de Cnide, elle est à Cnide parce que la ville grecque de Kos, les citoyens de Kos, ne trouvent pas qu'elle soit suffisamment pudique et sévère. Donc ils préfèrent la version habillée. Et ceux de Cnide l'acquièrent, on ne sait pas si c'est moins cher ou pas, mais donc ils ont préféré, eux, la version dénudée. On raconte beaucoup de choses sur cette statue, y compris qu'un jeune homme en tombe amoureux et tente même de s'unir à elle en se faisant enfermer dans le sanctuaire. Donc c'est dire tout le pouvoir érotique qu'a la Vénus de Cnide. Donc je vous ai parlé un petit peu de nu, on a compris que c'était habillé, pas habillé, trop habillé, on verra. Et maintenant, puisque le sujet c'est le scandale, eh bien penchons-nous sur un scandale. Un scandale célèbre, je vais vous raconter donc qu'est-ce qui a fait scandale et comment ça s'est terminé. Alors on est en 1863 et Charles Garnier, c'est l'architecte du nouvel opéra de Paris, il va dépenser des fortunes pour faire un palais absolument extraordinaire, évidemment. On est en plein 19e siècle, c'est-à-dire l'âge d'or de la statuaire, et un monument ne peut pas se concevoir sans avoir une abondance de statues. Charles Garnier demande à des prix de Rome de concevoir toutes les sculptures qui représentent chacun des arts. On ici le chant, le drame, l'idylle, la musique, la poésie, etc. à 4 grands prix de Rome. Donc ce qu'il y a de mieux comme distinction dans la statuaire de l'époque. Par exemple ici, Falguière fait le drame. Falguière c'est un sculpteur toulousain. Et il demande à Carpeaux, un sculpteur qui a son apogée sous l'époque de Napoléon III, et qui est très apprécié de Napoléon III, dont il a eu à de nombreuses reprises le soutien, et lui demande de faire le groupe consacré à la danse. Alors le voici. Ce groupe consacré à la danse s'appelle en fait le génie de la danse. Et ce génie de la danse nous paraît à nous totalement anodin, on ne voit pas où est le sujet du scandale. On y trouve ici effectivement un jeune génie qui a un tambourin qui semble effectivement entouré d'une ronde de femmes qui dansent au son du tambourin. Oui, mais pour l'époque, c'est assez inacceptable parce qu'on juge que tout cela est dépravé, que c'est une incitation à la mauvaise vie, que ces femmes ont l'air lubriques, qu'elles ont des chairs beaucoup trop généreuses et beaucoup trop épanouies. Les gens protestent et il arrive donc un pamphlet même circule qui s'appelle, vous en avez ici la photo là, le groupe de la danse de Monsieur Carpeaux jugé au point de vue de la morale. Essai sur la façade du nouvel opéra. La polémique donc enfle tellement, les critiques se font d'une manière violente, y compris dans la presse, que par exemple Edmond de Goncourt écrit dans son journal l'expression nouvelle qui s'appelle « faire le groupe de Carpeaux », ce qui veut dire en gros faire une partie fine, une partie de jambes en l'air. Et la polémique enfle tellement qu'une nuit, en août, entre le 26 et 27 août, on ne sait qui, lance une bouteille d'encre sur la statue, et vous voyez ici les taches que cela provoque sur la statue qui est donc extrêmement abîmée. Bon,
un ingénieur chimiste va trouver la formule, on va pouvoir nettoyer la statue. Mais vous voyez ici un journal donc, de l'époque qui appelle ça l'accident Carpeaux et qui opportunément ne met pas des taches mais des grosses feuilles de vigne pour cacher ce que l'on ne saurait voir. Les pressions sont effectivement très importantes et malgré le soutien dont bénéficie Carpeaux, eh bien l'empereur Napoléon III n'arrive plus à le soutenir. Et finalement, par quoi va être sauvé le groupe de Carpeaux? Eh bien, par la guerre de 1870. On a autre chose à faire, et donc le groupe de Carpeaux, qui allait être démonté et retiré, ne restait mis en place. Alors celui que vous voyez aujourd'hui sur la façade de l'Opéra, en fait c'est une copie, puisque l'original a été protégé, heureusement, hein, la pollution à Paris abîme beaucoup les statues, et en fait il a été refait par Paul Belmondo, le père de Jean-Paul, qui est donc un sculpteur du milieu du XXe siècle, assez classique, mais bon, un très très bon sculpteur par ailleurs. Donc voilà ce que ça peut être le scandale. Et pour en reprendre un tout récent, voici, nous revenons à notre David, exposition l'été dernier à Saint-Pétersbourg, une exposition consacrée à Michel-Ange. Et on met devant le bâtiment une grande sculpture, copie bien sûr, du David de Michel-Ange. Et là, protestation de la population, une école est à côté, comment peut-on laisser à la vue de ces écoliers les parties génitales aussi visibles, donc la polémique enfle, des pétitions circulent, le maire doit intervenir, lui-même consulte beaucoup de personnes pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire. Et certains étudiants en art, qui trouvent finalement la chose assez drôle, finissent par dire non, il faut faire quelque chose absolument. Donc, comme vous voyez, il y en a un qui emprunte une échelle, et avec sa casquette, il clôt le sujet. Bon, alors voici, ça c'était donc un peu mon introduction. Alors je vais vous proposer 3 parties. La première, on va revoir le nu, un héritage antique qu'on retrouve à la Renaissance. Ensuite, je vais vous parler plutôt de la partie du nu qui scandalise et tout ce qui est lié à l'érotisme et à la sensualité. Et ensuite, une autre partie donc, qui sera plutôt liée à un autre aspect du nu qui provoque le scandale parce que c'est un nu réaliste, plutôt lié à une représentation du corps vieilli, du corps mort ou de choses qui, pour nous, provoquent un sentiment de dégoût. Alors, donc, reprenons pour petite rapide vision historique de quand ça commence et bonne année. Kenneth Clark, c'est donc un des grands spécialistes, il a écrit un livre qui a fait date sur le nu, et il dit, voilà, c'est une forme d'art inventée par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, de même que l'opéra est une forme d'art inventée en Italie au XVIIe siècle. Et effectivement, la statuaire grecque, elle se caractérise par une représentation du nu qui est omniprésente. Donc en voici, et ce qui domine évidemment, c'est quand même le nu masculin. C'est Polyclète qui donc rédige un traité sur l'art, qu'on appelle le canon, c'est-à-dire en fait littéralement la règle. D'ailleurs quand on dit d'une femme qu'elle est canon, eh bien en fait ça vient de l'art, c'est une histoire de proportion comme vous allez le voir. Donc le canon c'est l'ensemble de règles déterminant les rapports de dimension entre les différentes parties d'une œuvre d'art plastique et en particulier entre les différentes parties du corps humain. Et Polyclète donc aurait fait référence à une statue qui s'appelle le Doryphore. Alors, le doryphore, hein, ça veut dire le porte-lance, ça n'a rien à voir avec l'insecte ravageur de la pomme de terre dans ce cas-là. Cette statue donc illustrerait parfaitement les règles de proportion. Donc je vous donne un schéma. Donc le canon de Polyclète va ensuite évoluer vers ce qu'on appelle le canon de Lysippe. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une élongation des proportions. Donc la proportion 1 numéro 1, c'est celle de la tête.
Et la tête est donc la mesure qui permet de mesurer en gros les autres parties du corps. Alors dans le canon de Polyquiet, en fait on mesure sur 7 têtes, si vous voulez, toutes les proportions. Et le canon de Lysippe, comme vous le voyez, encore mieux avec ce schéma, c'est 8 têtes. Donc ces proportions, c'est effectivement quelque chose de très important, et ce n'est pas par hasard, parce qu'en fait, cette règle définit quelque part ce que peut être la beauté. Et la beauté n'est pas seulement en soi un sujet esthétique, un sujet simplement d'admiration, comme nous concevons aujourd'hui l'idée de la beauté. Non, la beauté se confond avec le bien, et se confond aussi avec le bon. Et tout cela ne peut être atteint que si on respecte la mesure, si on est adepte aussi de la modération, de l'absence d'excès, c'est-à-dire aussi de la proportion. L'homme doit justement, s'il veut approcher l'essence du bien, eh bien la beauté, avec cette beauté bien proportionnée, lui en donne quelque part en fait l'intuition. Donc cette recherche du corps parfait, et de corps comme ça structuré de manière très proportionnée, ça peut être vraiment apparenté à une quasi-recherche philosophique. À cela s'ajoute quelque chose, c'est que non seulement donc, il y a cette idée de la proportion, mais également une position particulière que l'on appelle le chiasme ou contrapposto, qui est en fait une façon de présenter le corps, vous le verrez dans ces statues antiques, c'est-à-dire que je reviens un petit peu en arrière. Voilà, on a ici déjà un effet donc, qui fait partie de ce que l'on appelle un kouros, qui est encore assez statique, bien qu'il avance un peu légèrement la jambe. Alors que vous le voyez ici, il y a un pied qui se détache nettement, comme on le voit après sur le contrapposto. Donc un pied qui est vraiment complètement détaché, le talon est détaché, et cela donne un côté déhanché, effectivement, très caractéristique de toute cette statuaire grecque, et qui fait partie aussi de ce canon. Et cela permet, comme vous le montrent les lignes, d'avoir des lignes de hanches qui ne sont pas les mêmes que les lignes des épaules. Et donc cela donne un côté effectivement beaucoup plus dynamique, et également d'autres diagonales que l'on peut voir sur les genoux et sur les chevilles. Donc voilà l'idéal grec qui s'applique surtout en fait à la représentation des dieux. Parce que s'il faut représenter quelque chose de parfait, eh bien on va d'abord représenter des dieux. Alors les dieux, voici une statue donc antique encore une fois. Les statues grecques, il ne nous en est pas resté trop grand chose, elles ont été la plupart du temps abîmées, perdues, mais elles ont été extrêmement copiées à l'époque romaine. Donc ce que l'on a très souvent, ce sont des copies romaines de ces statues. Alors voici donc un dieu, Hermès, portant Dionysos enfant, toujours d'après Praxitèle, hein. Et puis l'Apollon du Belvédère, statue célèbre entre toutes, parce que elle est possédée par le pape. Et c'est quand on voit souvent les noms de statues, on adjoint soit celui qui va les posséder, soit celui qui, par exemple le cardinal Barberini, on aura une statue qui s'appellera le nom d'un dieu plus Barberini. Et là, l'Apollon du Belvédère, en fait, il est conservé bien dans un jardin merveilleux que le pape fait construire exprès pour pouvoir conserver et exposer ces statues antiques. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Apollon du Belvédère, et c'est une statue qui a été extrêmement reproduite. Vous en trouvez par exemple aussi des copies à Versailles. Alors le nu, il est complet, il n'est absolument pas choquant à l'époque grecque et romaine, et même d'ailleurs vous verrez plus tard. Si on ne représente pas les dieux, si ça ne choque pas, eh bien on peut également représenter des quasi-demi-dieux. Ce sont ceux qui ont gagné les jeux, c'est-à-dire les athlètes. Et vous connaissez tous le disco-ball, statue de Miron, et également aussi le disco fort, c'est-à-dire celui qui cette fois porte le disque, là, il n'est pas en train de le jeter, hein, il est juste en train de le poster. Et donc des nus, vous voyez la différence entre les deux, c'est autant les corps des dieux sont lisses, on ne voit pas trop les muscles apparents, autant les dieux des athlètes, les statues des athlètes sont représentés avec justement une musculature beaucoup plus développée.
Donc voilà ce qui fait le canon grec. Et c'est la même chose avec le nu féminin. Donc je vous ai déjà raconté l'histoire de la Vénus ou Aphrodite de Cnide. Et on a une autre version qui est légèrement plus pudique et qui s'appelle la Vénus Médicis. Alors la Vénus Médicis, vous voyez, elle fait un geste pour cacher une partie et puis elle esquisse un autre geste pour en cacher une autre. Donc elle est légèrement plus pudique et d'ailleurs plus représentée. Médicis parce que voilà, faisant partie de la collection Médicis. Alors à cette époque-là, donc pour toute cette antiquité grecque et romaine, le nu n'est pas du tout choquant et au contraire on représente, mais encore une fois à Rome, on ne peut pas représenter une femme romaine nue. On peut représenter une déesse, mais la femme de l'empereur, il est hors de question de la représenter dévêtue. Alors pendant le Moyen-Âge, on change complètement d'optique. Cette fois, ce n'est absolument pas, le nu n'est absolument pas quelque chose qui est admis. Au contraire, pour les chrétiens, c'est quelque chose qui doit être caché. Donc les représentations que l'on va avoir du nu, ce sont des représentations plutôt liées à la honte et au péché. La scène ici que je vous montre sur un tympan, c'est, vous les avez reconnus, c'est Adam et Ève qui cachent avec une feuille qui est, je ne sais pas si c'est une feuille de vigne parce qu'elle est extrêmement importante. Ils sont chassés, c'est le moment où ils sont chassés du paradis. Donc ils cachent leur nudité et ils ont l'air honteux. Donc la nudité n'est vraiment absolument pas quelque chose d'accepté. On le retrouve également quand on regarde la façon dont sur les tympans, ici c'est le tympan de Conques, on retrouve une représentation du jugement dernier. Alors on a d'un côté ceux qui sont élus, qui vont aller au paradis, et de l'autre, bien sûr, ceux qui sont condamnés et qui vont aller en enfer. Et là, vous voyez ici l'archange, Saint Michel, il entraîne les élus, et les élus, ils sont habillés. Et ici, Satan, vous l'avez reconnu, il est méchant, il est horrible, il rit, c'est une représentation traditionnelle de Satan, et il a des cheveux un peu à la Iroquois, et en plus il devait avoir des cheveux rouges, parce que c'est la couleur de Satan, rouge ou roux. Et Satan, il est nu, et les damnés aussi. Les damnés sont mis, vous voyez, la tête la première dans la gueule du Léviathan, et ils sont entraînés tout nus. Donc le nu, c'est une représentation du péché originel ou du péché tout court qui vaut après le châtiment. Alors la seule représentation que l'on peut avoir de nu, c'est une représentation du Christ en croix. Mais là, il va y avoir aussi une évolution importante. Et les premiers Christ en croix, ils sont vraiment complètement habillés. Et ensuite, on aura cette technique du linge autour des hanches. Et encore que le linge va varier. Hein. Les Christ anciens, ils ont des linges qui descendent jusqu'aux genoux. Et la petite culotte, là, on l'aura finalement beaucoup plus tardivement. Donc c'est la seule représentation du Christ, et plutôt c'est la seule représentation que l'on ait d'une nudité. Bon, sauf quelques exceptions. Par exemple, cette Ève qui est attribuée à Gilsberg et qui se trouve donc à Autun, est un bas-relief, donc on pense que c'est un des premiers nus de notre statuaire française, un peu lascif, mais également avec des parties, vous voyez, très cachées. Et c'est une représentation, bien sûr, de la femme tentatrice, celle dont il ne faut surtout pas prendre exemple sur elle. Bien sûr, tout ceci, je fais ça très très vite, hein, un peu trop sommairement. Il y a des représentations de nus qui sont malgré tout visibles à l'époque du Moyen-Âge, notamment en plein XIIIe siècle, avec ce que l'on a appelé une des premières renaissances, et que l'on voit par exemple avec cette statue qui se trouvait dans Notre-Dame, à l'intérieur de Notre-Dame, et qui représente donc un Adam, vous le voyez, nu, et qui, on voit bien que c'est encore malhabile, ça reprend pas la statuaire antique,
et ne prenait que la partie supérieure parce que là les jambes étaient très abîmées et elles ont été refaites par un sculpteur du 19e siècle. Et donc l'ensemble maintenant est conservé au musée de Cluny. Donc malgré tout, il y a quelques timides représentations du nu qui ne sont pas connotées avec cette idée de péché en pleine période moyenâgeuse. Et également, ce que l'on a comme représentation d'un côté un peu nu et sexuel, alors ça c'est plus tardif encore, hein, ce sont des nombreuses vierges qui vont se représenter avec l'enfant Jésus. Vous savez que bon, les vierges romanes, elles sont représentées très rigides, très fixes. Elles ont l'enfant sur les genoux, qui n'a pas l'air du tout d'un enfant, qui regarde droit devant eux, il n'y a aucun geste matériel, elles ne rient pas, elles ne sourient pas. Et puis ensuite, avec les vierges gothiques, cela va s'humaniser. Puis les vierges du gothique tardif vont devenir particulièrement jolies, et la relation mère-enfant va être vraiment mise en scène, valorisée. L'enfant va vraiment commencer à ressembler à un enfant, un vrai bébé, un vrai poupon, avec des gestes d'enfant. Et donc, jusqu'à représenter effectivement ce sein qu'on saurait voir, là, cette fois, sans penser à mal. Et là, je vous montre deux statues qui représentent Marie-Madeleine et qui sont, bien que pas très lointaines en termes de date, mais très lointaines en termes de style. Alors là, la très célèbre statue de Marie-Madeleine, de Donatello, qui représente... alors Marie-Madeleine, c'est pas la Marie-Madeleine qui, avec les cheveux... ses cheveux et la bouteille de parfum nettoie les pieds du Christ. Vous avez peut-être vu d'ailleurs l'exposition Marie-Madeleine au musée des Beaux-Arts de Carcassonne qui montre tous les visages qu'a pu avoir Marie-Madeleine. Donc ça c'est Marie-Madeleine qui est devenue ermite et qui donc ici ne se lave plus, ne mange pas, vit un ascète, et les cheveux donc ont tellement poussé que ça lui recouvre effectivement tout le corps. Donc cette statue de Donatello, elle représente une figure encore très traditionnelle de l'ascète, une figure de pénitence en quelque part. Et puis on a donc très peu d'années après finalement un sculpteur qui est un sculpteur allemand et qui représente la même Marie-Madeleine, cachée aussi par ses cheveux. Mais alors là le style est totalement différent puisque cette Marie-Madeleine elle a les joues bien rebondies alors qu'ici les joues sont creusées, les yeux enfoncés, et là c'est une belle jeune femme. La statue est peinte ici avec une couleur de chair blanche, c'est la mode hein, d'avoir le teint blanc, on n'est pas bronzé à l'époque, et des cheveux qui cachent, mais montrent également pas mal de choses, et donc une figure beaucoup plus sensuelle. Donc vous voyez cet écart entre ces deux figures qui manquent vraiment cette époque de transition. Alors bien sûr tout change avec la représentation du nu à la Renaissance. Comme je faisais remarquer à M. Detray, vous avez dans le programme d'Arzens la figure, ici, de l'homme de Vitruve, c'est-à-dire en fait le dessin que fait Léonard de Vinci et qui représente en gros cette nouvelle idéal de l'homme qui devient mesure de toute chose, puisque c'est à partir des proportions de l'homme que tout peut se calculer. Et pour Léonard de Vinci, donc, il en fait une description très précise. Il dit, par exemple, Vitruve dit dans son ouvrage sur l'architecture, la nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. Donc je vous indique un petit passage. 4 doigts font une pomme, et 4 pommes font un pied. 6 pommes font un coude. 4 coudes font la hauteur de l'homme, et 4 coudes font un double pas, et 24 pommes font un homme. Et il a utilisé ces mesures dans ses constructions. Ce qui veut dire que cet architecte Vitruve, finalement, il part de la mesure de l'homme, et presque en gros des 4 doigts qui font la mesure ici de la pomme, pour concevoir en fait tout le reste. Donc c'est l'homme à la mesure de toute chose, et l'homme à la mesure, l'homme aussi, qui est représenté là nu. Alors tout ceci correspond à la période où on
découvre ou redécouvre des statues qui sont des statues de l'époque romaine, parce que finalement le forum romain est fouillé. Et on découvre tout particulièrement un groupe, alors je dis un groupe parce qu'on parle d'une statue quand c'est une seule être, un seul corps humain, si vous voulez, qui est représenté. Enfin. Et quand il y en a plusieurs, on dit toujours un groupe. Donc le groupe dit du Laocoon. Le Laocoon, c'est une œuvre célébrissime. Elle a été découverte à Rome le 14 janvier 1506, à proximité des Sept Salles, construite à l'emplacement de l'ancienne Domus Aurea de Néron, donc non loin du Colisée. Et voilà une statue antique découverte, et ça lance véritablement la mode de cette collection de statues que tous les cardinaux en vue veulent absolument avoir. Donc chacun veut avoir sa collection et paie des sommes astronomiques, et du coup ensuite dans tout le reste de l'Europe on va se ruiner pour avoir soit des statues antiques quand on en a, soit des copies de statues antiques. Alors voilà par exemple une galerie des antiques du cardinal della Valle à Rome. Et vous voyez, cette gravure elle représente bien ce qu'est cette construction à ciel ouvert. Et tout est construit justement pour mettre en valeur ces statues que l'on a découvertes et qui sont vraiment là un témoignage de la richesse et du goût de son propriétaire. Voici même aussi des gravures qui circulent, dans lesquelles on voit toutes ces célèbres statues. Vous reconnaissez l'Apollon du Belvédère et le Laocoon ici. Et quand on n'a pas de statues antiques, on en fait. Et la mode donc vient de commander des statues. Et des statues à cette mode antique, dont justement la fameuse commande du Michel-Ange de David, qui se trouve située à Florence, et pas n'importe où. Je vous l'ai mis là, hein, c'est la grande flèche, c'est-à-dire à l'entrée du palais, place de l'Assignon. Donc c'est une statue qui se trouve vraiment sur la place publique, hein, et qui est une démonstration de la force du duc, qui montre non seulement son goût artistique, mais également qui montre qu'il est celui qui peut vaincre aussi Goliath. Alors donc cette renaissance antique, elle va se poursuivre jusqu'à pratiquement le 19e siècle, cette convention de représentation du nu. Alors je vous en montre également un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le nu héroïque. Alors ce nu, en fait, c'est pas comme ça très transparent, mais en fait c'est Napoléon. Alors Napoléon, c'est un homme qui veut aussi les plus grands artistes de son époque. Et comme Louis XIV avait aussi fait des pieds et des mains pour que le grand sculpteur de son époque, c'est-à-dire le Bernin, vienne à Paris absolument travailler pour lui, le grand roi de France, et bien Napoléon va également tout faire pour que le grand sculpteur de son époque à lui, c'est-à-dire Canova, vienne faire des représentations de lui-même. Et Canova a beaucoup de mal, d'ailleurs, parce que Napoléon ne veut pas poser, ça l'ennuie, il bouge tout le temps, mais en fait il va livrer une statue qui est celle-ci, c'est-à-dire une représentation à l'antique qui montre Napoléon en désarmé, c'est vrai il n'a pas d'armes, et pacificateur. Mais ça met du temps à arriver à Paris, puis quand ça arrive, c'est un peu tard. Napoléon, il n'a plus du tout envie d'être représenté comme ça. Il veut se faire représenter en législateur et en pacificateur. La mode a peut-être aussi changé, donc la statue est un petit peu reléguée dans un coin. Finalement, c'est après la chute de Napoléon, c'est le roi d'Angleterre qui l'acquiert, qui l'achète, et il en fait cadeau à... Alors là, ça ne pouvait pas plus mal tomber, à Wellington. C'est-à-dire, celui qui a quand même Waterloo. Voilà, pour nous, c'est pas vraiment une victoire. Hein. Quand on arrive à Waterloo Station, on n'est pas forcément ravi. Eh bien, Wellington ne trouve rien de mieux que la mettre où dans son escalier, où elle est toujours.
Donc voilà le nu héroïque, une représentation qui, vous voyez, qui est encore très nettement en vigueur dans l'art du XVIIIe siècle et qui représente vraiment le vrai, le beau, le bien, au sens de la virilité. Alors, passons aux femmes. Cette mode aussi à la Renaissance, elle affecte aussi les femmes, un petit peu moins quand même. Et un des premiers grands nus féminins en sculpture, on le voit, fait par Cellini, qui est en fait un orfèvre. Et c'est François Ier qui l'invite, comme il invite Léonard de Vinci et des tas d'autres artistes. Et Cellini lui fait d'ailleurs une très célèbre sculpture qui s'appelle La Salière, qui est aujourd'hui un des musts de la sculpture, qui représente en fait une salière et une poivrière, en or quand même massif, avec deux dieux qui sont au-dessus. Bon, il se trouve que malheureusement, Louis XV l'a donné à un empereur d'Autriche, et que maintenant, si vous voulez la voir, eh ben, elle est à Vienne. Donc, désolé, on aurait pu la garder. Bon, enfin, donc Cellini fait des tas de sculptures ensuite, et notamment, il fait ici une représentation d'ailleurs de la maîtresse du roi au château d'Annette, où il représente une nymphe des jardins. Ce nu féminin, il n'est pas trop féminin, il est un peu masculin, un peu trop musclé, un corps avec des jambes très très étirées, mais bon, enfin quand même, c'est un des premiers nus que l'on a. On y voit presque aussi une influence de Michel-Ange qui représentait les femmes un peu comme des éphèbes assez virils. Donc ceci est maintenant au Louvre. Mais rien de choquant dans cette représentation de nu. Si vous allez vous promener à Versailles, vous voyez partout des représentations de nus féminins. Ici, sur ce qu'on appelle le parterre d'eau, c'est-à-dire juste devant le château, le parterre d'eau est peuplé de représentations de fleuves et de rivières. Les fleuves, c'est des hommes qui sont nus, et les rivières sont représentées par des femmes également nues, avec des petits amours à côté. Et rien n'est choquant dans là-dedans. Rien n'est choquant parce qu'on observe un certain nombre de conventions. Et ces conventions-là font qu'il n'y a pas de scandale. Bon alors, je vois que maintenant, vous dites tout ça c'est bien, mais enfin nous on est venus pour les scandales. Et jusqu'à présent, on n'en a pas vu beaucoup, alors allons-y. Alors qu'est-ce qui fait scandale? Pourquoi le nu n'est pas acceptable par certains côtés? Eh bien, il n'est pas acceptable, dans un premier temps, quand il est trop explicitement lié à la représentation ou à l'évocation de la sexualité. Alors, je vais vous représenter plusieurs. Voici une psyché abandonnée qui est faite par Pajou, un des grands sculpteurs du XVIIIe siècle. Alors, il est présenté au salon, en fait c'est un petit peu plus avant, parce que le plâtre, je donne une explication technique, faire la sculpture ça coûte très cher. Donc en fait, souvent on présente des modèles en plâtre, ensuite s'ils plaisent, s'ils sont achetés, le commanditaire va payer le marbre, ou bien va financer la fonte pour faire en bronze. Donc là, ce que je vous présente, c'est la statue qui est, comme vous le voyez, en marbre, mais c'est donc 5 ans après, elle a été présentée au salon en 1785, et forcément donc en plâtre. Elle est représentée donc comme une jeune femme qui a l'air effectivement éplorée parce qu'elle est abandonnée, oui. Mais le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, je vous rappelle qu'à cette époque-là, le salon, il se tient véritablement dans le salon du Louvre. Donc Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est en face. Et le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois trouve que c'est inadmissible, qu'elle est indécente, et il la fait retirer. Donc elle est expulsée du salon. Et elle n'est visible que dans l'atelier du sculpteur. Évidemment, tout Paris se précipite. Et qu'est-ce qui choque? Eh bien, ce qui choque, c'est que elle a des formes trop pleines. Elle a des formes trop épanouies. Elle a quelque chose d'un visage qui est moins idéalisé, un peu trop commun. Elle a l'air trop réelle. Elle n'a pas les codes de représentation qui fait que ça pourrait être quelque chose d'idéal, un peu intemporel.
et comme donc une déesse. Donc son air non plus n'est pas impassible. Elle traduit une émotion. Et cela fait effectivement qu'en ce sens-là, elle paraît impudique aux spectateurs de l'époque. Alors, Houdon, c'est pareil. Houdon, elle est refusée au salon, sa frileuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là également de choquant? On voit une jeune femme qui a l'air effectivement de se geler, puisqu'elle est très emmitouflée. Et en fait, c'est une représentation allégorique de l'hiver. Vous le voyez ici, d'ailleurs, il y a un vase, et il a éclaté à cause du gel. Donc il y avait un pendant à cette statue qui représentait au contraire l'été. Et les deux, d'ailleurs, se trouvent au musée Fabre. Alors, pourquoi c'est refusé? C'est à cause de ça. C'est parce qu'elle a une trop belle paire de fesses. Et on avait eu beau au salon la représenter de face, alors on ne pouvait pas trop voir les fesses, et bien malgré cela, là également, elle n'a pas pu être acceptée dans les canons de l'époque. Encore un, toujours Houdon, une de ces dianes. Alors là vous direz, bon bah là on a tout, hein, on a coché toutes les cases. C'est une déesse, le corps est élancé, il n'y a pas de forme pleine, il n'y a aucune référence à la sexualité, elle a l'air vraiment magnifique. Qu'est-ce qui peut choquer là-dedans? Eh bien, vous allez voir qu'est-ce qui a choqué. Alors d'abord un petit peu sur l'histoire de la statue. Cette statue est commandée par le duc de Saxe-Gotha, qui, par l'intermédiaire de Grimm, là, celui des comtes, qui se trouve en fait être à Paris et qui est le secrétaire de ce prince allemand, donc engage Houdon à venir faire un certain nombre de sculptures et encourage donc le prince de Saxe-Gotha à acquérir une diane. Et cette diane, elle est réalisée en marbre. Comme vous le voyez ici, donc avec ce carquois et également ici ce buisson. Et puis il se trouve qu'ensuite Grimm réfléchit. Il se dit, bon, pour aller livrer la statue là où est le duc de Saxe-Gotha, c'est-à-dire au fin fond de l'Allemagne, avec les chemins qu'il y a à l'époque, les chaos, tout ça est fortement risqué, et il persuade donc le duc, ou le prince, je ne sais plus, c'est un duc, c'est le duc Ernest II, il persuade le duc de se séparer de cette statue en marbre et plutôt de la vendre. Et il la vend d'ailleurs à Catherine II. Alors, pourquoi c'est mieux pour Catherine II? Bah, c'est simple. À Paris, elle embarque directement sur la Seine, elle va jusqu'au Havre, après elle prend le bateau, elle arrive à Saint-Pétersbourg, elle débarque. Voilà. Et le transport par bateau est beaucoup moins risqué. Donc, pour le duc, on fait un modèle qui est cette fois en bronze. Et comme vous le voyez, il y a des petits changements. Il n'y a plus de carquois et il n'y a plus surtout cette espèce de buisson. Alors tout ça, c'est un problème technique, c'est que une statue en marbre, ça ne peut pas tenir s'il n'y a pas quelque part une forme de support. Elle n'a pas tenu debout. Alors qu'avec le bronze, eh bien, on est moins contraint. Là, elle tient vraiment sur son pied. Donc cette statue magnifique, hein, là voilà, elle est vraiment d'une grande élégance, une grande pureté. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir de choquant? Ça. À la mort de Houdon, dans l'atelier, il reste justement une fonte qu'il avait gardée, des exemplaires en fonte qu'il avait gardés. Et le roi de France donc l'acquiert et ensuite il la donne au Louvre. Et les conservateurs du Louvre trouvent que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette statue-là, c'est qu'il y a une fente. Et donc qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des rivets, enfin ils prennent des rivets et ils comblent. C'est assez peu visible, hein, c'est pour ça, mais quand même quand on s'approche de près, si vous allez la voir un jour au Louvre, quand on s'approche de près, on voit que ce n'est pas une excision cette fois, mais que c'est un comblement. Autre scandale, je m'en avais promis, donc je vous en donne quelques-uns, Canova, on retrouve ici, et qui fait une belle statue, vous voyez dans la mode romaine, une Vénus,
couchée sur un lit moelleux d'une femme dénudée, mais quand même avec ici un vêtement qui protège. Donc on voit ici qu'il y a titre de choquant là-dedans. C'est elle. Et en fait, c'est Pauline Borghese qui est ici représentée. Mais le monde entier, tout le décor occidental, savent que c'est elle qui a posé. Et qu'elle a posé nue. Ce qui est scandaleux pour une femme de son rang, dans son époque. C'était une des plus belles femmes de son époque, effectivement. Et quand on lui demande, mais comment elle a fait pour poser nue, elle dit, oh, c'est échauffé. Alors avançons un petit peu dans l'époque, je vous ai mis là quelques scandales célèbres que vous connaissez tous, pour vous dire que les scandales très célèbres de la peinture, on va en retrouver un aussi très célèbre en sculpture. Alors, l'Olympia de Manet. Qu'est-ce qui choque sur cette femme-là? On a peint des tas de Vénus avant. Ce qui choque d'abord, c'est qu'elle n'est pas belle. Ensuite, elle vous regarde. Elle a l'air, en gros, d'une fille de joie. Elle n'a pas du tout quelque chose au-dessus de la mêlée, si je puis dire, au-dessus du lot. Elle est servie par une servante noire. Et en plus, il y a un chat noir et qui a la queue levée. Ce qui est un signe vraiment de malédiction. Vous voyez la caricature, hein? Vous voyez le chat, et là, il est disproportionné. C'est ça qui est, effectivement. On lui a rajouté des bas noirs. Donc, en fait, sur ce qui est scandaleux, c'est que Manet semble ici représenter plutôt une fille de joie qu'une véritable Vénus. Il a pris le titre d'Olympia. Celle-là, vous la connaissez, effectivement. Eh bien, en sculpture, il y a un scandale à peu près aussi important. C'est celle-ci. Alors, Auguste Clésinger fait, à la demande d'un homme très célèbre, qui a une très jolie femme comme maîtresse. Cet homme-là s'appelle Alfred Moselmann, et c'est un qui fait fortune. Et donc, sa maîtresse, c'est Apolline Sabatier, Madame Sabatier. Certains d'entre vous se souviendront des poèmes de Baudelaire qui s'appellent À la présidente. Et la présidente, c'est Théophile Gautier, mais Baudelaire aussi, les deux, elle a eu les deux. Entre autres choses, entre autres de Moselmann. Elle a eu donc plusieurs amants, et Baudelaire donc, lui dédie nombre de ses poèmes. Alors cette femme donc cette femme-là, elle est représentée, sculptée, et ça s'appelle femme piquée par un serpent. Mais tout le monde sait que ce n'est pas femme, c'est Madame Sabatier. Bien que le visage ait été changé, on sait que c'est son corps. Alors, regardez comment elle est, effectivement, elle est dévêtue. Et puis, on a dit piquée par un serpent. Où il est? On cherche, il est là. Le voilà. Donc, le petit bracelet. Ce qui fait que quand même la revue des Deux Mondes ne se trompe pas, et elle dit « Ah, le titre et le serpent, ça, ce sont des concessions faites au jury. De qui se moque-t-on? Cette femme ne souffre pas, elle jouit. » Et alors, c'est un scandale à cause du fait qu'effectivement on trouve que, en fait, de piquer par un serpent, c'est plutôt par autre chose qu'elle est piquée, et que ce que cela représente, c'est plutôt de l'ordre de l'orgasme qu'autre chose. Et le scandale est double. Pourquoi? Eh bien, le scandale, il est aussi parce que Clésinger a moulé le corps de la femme sur elle-même. Donc, en réalité, le scandale, il est aussi dans le savoir-faire. Ce n'est pas un artisan ou un artisan, enfin un sculpteur qui a sculpté d'après un modèle. Il a moulé, et donc on est scandalisé aussi du procédé. Donc un double scandale sur le plan autant technique que sur ce qui est le sujet représenté. Alors là, voici Apollonie Sabatier, et voici d'ailleurs un autre des bustes qu'a sculpté Clésinger d'elle-même.
Et ce qui est donc scandaleux, c'est la vérité. Et aussi pourquoi? Eh bien parce que ce corps, il est trop réel. Évidemment, il est moulé sur nature. Et on y voit quoi? On y voyait des plis. Alors dans une déesse, c'était pas possible. Et alors j'ai pas trouvé là de bonnes photos, mais si vous y allez, vous verrez, on voit aussi sur les cuisses un peu de cellulite. Ce qui fait que voilà, ça n'est pas acceptable parce que c'est trop évocateur de la sexualité, c'est trop évocateur également d'un moment dont on ne veut pas, dans cette époque particulièrement prude aussi, que l'on ne veut pas voir. Alors en voici un autre scandale, cette fois c'est Frémier, Emmanuel. Alors, le gorille enlevant une négresse. Il en reste, le plâtre donc a été détruit. Il fait scandale au salon de 1859. Et il est refusé par le jury et le groupe est présenté derrière un rideau. Évidemment, tout le monde va écarter le rideau pour aller le voir. Alors, qu'est-ce qui choque là-dedans? C'est terrible parce que c'est un gorille qui emporte une femme. Et pourtant, il avait pris ses précautions, Frémier. Il a écrit gorille femelle. Et ça n'a pas suffi. Alors, donc cette bête brute qui emporte cette femme qui a l'air effectivement d'être une femme plutôt blanche également. Et cette femme, il l'emporte pour quoi faire? Évidemment, on pense tout de suite pour la violer, ça va de soi. Eh bien, en plus, on est dans le contexte de la parution du livre de Darwin, L'origine des espèces. Donc, le sculpteur accrédite encore cette thèse qui passe mal. Frémier réitère, mais presque 25, plus de 25 ans après. Et il refait une statue d'un gorille qui emporte une femme. Et cette fois, il a mis gorille enlevant une femme. Et là, cette fois, il a la médaille d'honneur. Et pourtant, la première femme, je vous la remontre, elle est habillée. Et celle-là, elle est dévêtue. Mais à quelques années, ça passe. Ça passe, donc il reçoit la médaille d'honneur, et voilà, on est remis dans un contexte peut-être plus scientifique, et c'est du coup accepté. Le musée donc de Melbourne a, ce que nous n'avons pas hélas, une fonte qui a été réalisée à partir d'un plâtre pour ce commanditaire américain, à partir des dessins voyez, de Frémier lui-même, avec une lettre de remerciement de Frémier qui est très content qu'on ait pu passer à l'étape de la fonte. Et cette sculpture d'ailleurs est assez célèbre parce qu'on pense que c'est cette vision-là d'un gorille emportant une femme qui est à l'origine du mythe de King Kong. Et que la source d'inspiration a été cette sculpture de Frémier. Et donc vous le voyez ici, il y a toujours la femme blanche au-dessus de la ville. Bon, dites bon, c'est tous ces aspects de la sexualité, ça va avec le XXe siècle, s'atténue et on va passer donc à autre chose. Que non. Pas encore. En janvier 1620, voici une sculpture de Brancusi qui est présentée à l'ouverture du Salon des Indépendants. Et qui voit-on? Alors, on dit que Picasso ou Matisse auraient dit « Tiens, voilà le phallus ». C'est pas trop effectivement ce que ça représente que cette forme-là, très brillante. Alors, ça provoque effectivement un scandale, on ne comprend pas du tout le but de Brancusi, et pourtant, il n'en est rien. En fait, Brancusi, la princesse X, cette statue s'appelle la princesse X, c'est Marie Bonaparte. Marie Bonaparte, la voici, c'est une descendante de la famille Bonaparte, c'était d'ailleurs été une grande amie de Sigmund Freud. Et quand elle demande donc son buste à Brancusi, il la représente comme il a représenté déjà beaucoup de femmes, c'est-à-dire avec une air, comme vous le voyez, recueilli, penché vers l'avant, avec parfois aussi de la chevelure là, qui accentue ce cou penché. On le retrouve également dans d'autres formes, comme ici une de ses premières sculptures qui représente l'agenouillé,
et une autre de ces sculptures qui représente Mademoiselle Pogani. Vous voyez cette façon d'être un peu légèrement recueillie ou penchée, presque aussi comme serait penchée une tête de vierge. Et dans l'esprit de Brancusi, il n'y a absolument pas d'intention érotique, en tout cas pas du tout au premier degré, mais la volonté plutôt de Brancusi de représenter une synthèse entre le masculin et le féminin, de donner une idée plutôt d'une idée d'absolu, qui est d'ailleurs renforcée par le fait que la sculpture est extrêmement polie, et Dieu sait que Brancusi attachait beaucoup de prix à polir ses sculptures, puisqu'il les prenait sur ses genoux et, dit-on, le soir, il passait son temps à les polir à la main avec un chiffon. Donc, ce qui a été un temps l'objet de scandale, vous voyez, finalement, n'a absolument rien à voir avec ça. Enfin, je fais un petit saut dans le temps pour parler du surréalisme. Hans Bellmer, qui a représenté très souvent cette femme, ou fillette plus exactement, parce qu'elle a toujours des petites chaussures avec des petites chaussettes blanches, et elle a un corps mais plusieurs bassins, plusieurs jambes, et en fait, en gros, on peut en faire ce qu'on en veut. Bellmer dit lui-même, donc, très excité peut-être par une de ses jolies petites parentes, mais néanmoins ne passant pas à l'acte, il n'a jamais été pédophile. Il a créé ces espèces de femmes dont on peut faire effectivement ce qu'on veut sur le plan sexuel. Mais à l'époque du surréaliste, c'est certes un peu inhabituel, mais pas véritablement choquant, et en tout cas ça semble être de plus en plus dans le XXe siècle quelque chose qui est admis, que l'art, la sculpture en particulier, montre des choses qui évoquent la sexualité sans que ça provoque des scandales terribles. Mais enfin, ça reste. Alors c'est très récent, Versailles, 2015, on demande à un très grand sculpteur, Anish Kapoor, de réaliser, comme le fait maintenant depuis 10 ans l'établissement public de Versailles, c'est-à-dire ils invitent un grand sculpteur contemporain à investir et à créer des œuvres en liaison avec Versailles. Et ici, voici Dirty Corner, puisque c'est le titre effectivement de la sculpture. Alors le château est de ce côté, hein, et là on a le grand canal. Et donc sur ce grand tapis vert, puisqu'on appelle comme ça, il installe plein de rochers, et cette espèce de chose là qui a l'air d'une sorte d'entrée de tunnel, de cave, en acier corten, c'est-à-dire un acier qui rouille, et donc on va pénétrer dans ce creux-là. Et Kapoor, il explique bien que ce qu'il veut faire, c'est en gros une opposition à ce côté très masculin qu'est Versailles, à ce côté rectiligne, totalement maîtrisé, puisqu'on a bouleversé des milliers de tonnes de terre pour arriver à faire des grandes perspectives, à créer tous ces bassins de manière très sophistiquée. Là, il montre quelque chose qui va re-rentrer au contraire dans les profondeurs de la terre. C'est donc complètement en opposition avec le côté sophistiqué de Versailles. Là, il montre quelque chose qui sort quelque part de la nature. C'est pas du tout comme ça que le voit un journaliste qui appelle ça le vagin de la reine. Et du coup, la sculpture est connue comme le vagin de la reine. Et elle est très 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 souvent vandalisée. Le deuxième viol de la nation, honte et déshonneur, trahison, satanisme. Anish Kapoor s'oppose à ce que l'on enlève d'ailleurs tous ces graffitis, comme voulait le faire l'établissement public. Et donc voilà, encore une fois, une œuvre d'art qui, mal comprise peut-être, provoque un scandale, parce que ça évoque pas véritablement un corps nu, puisque là c'est juste dans le titre que les choses se passent. Et pour finir, pour ce qui est de l'érotisme, quelque chose également de tout à fait nouveau, une petite statue à Vancouver d'un diable rouge, ma foi, qui a l'air très gentil. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est une fontaine, sur une sorte de rond-point, pas très visible, mais ça sort par là, l'eau. Les habitants ont obtenu que la statue, comme vous le voyez ici, soit démontée, parce que ce n'est pas possible de représenter un sexe aussi long et aussi visible par tous les enfants du coin.
Enfin, une dernière, j'ai oublié ça là. Voici la visite d'Assam Rouhani au Capitole à Rome en janvier 2016. Voilà, il y a une belle petite statue. Donc il visite le musée du Capitole. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas voir. Alors on fait ça. Voilà. Le problème est résolu. Bon, alors maintenant que nous avons traité un petit peu ce premier point, j'en viens au dernier point de l'exposé, c'est qu'est-ce qui finalement fait plutôt scandale aujourd'hui. J'ai appelé ça le nu abject, c'est peut-être un titre un peu violent. En tout cas, ce que je voulais exprimer par là, c'est un corps nu que l'on ne saurait voir parce qu'il nous choque sous d'autres aspects. Alors ça commence déjà, vous voyez, au XVIIIe siècle avec cette statue de Pigalle qui est le Voltaire nu. Les amis de Voltaire, qui est une célébrité de son temps, veulent honorer déjà de son vivant Voltaire et commandent une statue à Pigalle, qui est le sculpteur les plus en vue de son époque, une statue représentant Voltaire. Pour ça, ils paient eux-mêmes, hein, c'est une souscription. Pigalle travaille et il livre cette statue-là. Et là, ça ne passe pas du tout, ça provoque le scandale, parce que le corps est nu, et c'est un corps d'homme vieux, décharné. Il a beau avoir représenté un homme vieilli, mais toujours avec l'air malicieux, éveillé, comme pouvait l'être Voltaire. On trouve que représenter ce corps décharné, c'est insultant. Le roi de Prusse propose de donner de l'argent pour qu'on lui rachète, pour qu'on lui sculpte ou qu'on lui rachète des vêtements. Mais bon, finalement, on refuse cette statue à Pigalle et on fait appel à un autre sculpteur qui est Houdon et qui lui va effectivement faire une statue beaucoup plus convenable. Là, il est habillé avec une toge romaine, comme vous le voyez. Il a à peu près le même air, il a gardé à peu près la même vision de la tête, mais il est assis dans une position plus noble et surtout, on ne voit pas ce corps décharné. Donc voilà, la nièce de Voltaire a réuni aussi de l'argent pour cette nouvelle image et la sculpture a beaucoup de succès. Pourtant, Pigalle s'était inspiré d'une statue antique qu'on appelle le vieux pêcheur ou Sénèque mourant, qui se trouve au Louvre. Donc son inspiration, il avait vraiment plongé dans l'Antiquité. Mais on voit là que ça ne fonctionne pas parce que c'est un homme réel et représenter sa déchéance, son corps vieilli, c'est une chose qui n'est pas acceptable. D'autres représentations effectivement de ces corps vieillis, de ces corps qui évoquent, comme ici la misère de Jules Desbois, n'est pas non plus acceptable. Voilà quelque chose dont on admire l'artiste bien évidemment, mais en même temps ça provoque un sentiment de répulsion, de dégoût, on est atteint par cette vieille femme qui est totalement décharnée et qui est en plus à moitié dénudée. Ce n'est pas très... le mot m'échappe maintenant, je vais retrouver dans 2 minutes. Beaucoup de rire de c'est étrange parce que à peu près dans la même décennie, et il y a des représentations de ces femmes décharnées, vieilles femmes nues également. Donc l'une, c'est celle de Auguste Rodin, celle qui fut la Belle-Hommière, un hommage bien sûr au poème de Villon, dans lequel la Belle-Hommière, qui était belle quand elle était jeune, décrit la transformation de son corps. Je vous renvoie au poème que vous pourrez regarder. Elle montre que tous ses cuisses deviennent maigrelettes, que ses seins ce sont des bourses vides, etc. Elle contemple son corps avec affliction. Et Camille Claudel fait également elle-même une figure de vieille femme qui est une figure d'une des 3 parts de Cloto qui s'en mêle, vous voyez, dans des écheveaux de fils et de cheveux et également c'est très vieillissant. Donc ce corps vieilli, c'est une chose qui ne passe pas véritablement. Alors voici une représentation d'un corps tout à fait contemporain, en 2002, Gilles Barbier, vieille femme au tatouage,
Donc c'est une sculpture très réaliste, hein, faite en résine, mais vous avez vraiment l'impression que c'est un vrai corps. D'abord parce que c'est exactement à l'échelle, mais c'est posé sur un vrai drap. Et le corps est fait de façon à ce que toutes les taches de peau apparaissent, tous les petits vaisseaux éclatés apparaissent. Et ce qui est paradoxal, hein, cette femme-là qui a l'air en plus quasi morte, hein, elle ferme les yeux, si vous la regardez ici du plus près. Alors qu'est-ce qu'elle a tatoué sur le corps? Que des marques, mais des marques de produits de beauté. Lancôme, Extra Control, Nivea Beauté, Vichy, Gallieni, Evian, etc. Donc c'est une image à l'inverse de celle que nous avons à longueur de journée, surtout dans les magazines de papier glacé, de ces corps sublimes de femmes qui sont en plus maintenant tous retouchés, photoshopés pour paraître complètement idéaux, avec toujours la promesse de la beauté parfaite. Là on a l'inverse. Et l'inverse c'est quelque chose qui nous choque, hein, que l'on ne veut pas voir. À moins que ça veuille dire qu'à force d'appliquer ces produits à base de pétrole, on finisse par devenir ça. Ça peut être aussi une explication. Alors voici encore une autre de Ron Muck, qui est un sculpteur australien, qui est un sculpteur donc, qui fait une statue de son père. Là aussi de cette manière extrêmement réaliste, puisque Ron Muck fait pratiquement que ça, que des statues qui sont une imitation, mais à s'y méprendre de vrais corps. Il implante poil par poil, et des vrais poils, hein, cheveux par cheveux. Il prend des masques grossissants avec des lumières particulièrement fortes pour dessiner à la plume ou à pinceau très fin le moindre vaisseau éclaté, les moindres taches pigmentaires. Donc on a une illusion complète de réel. Et là il représente le corps de son père qui est mort. Or il était à l'autre bout de la terre, puisque son père est mort en Angleterre je crois, et lui était, donc il n'a pas pu être là pour la mort de son père, il en éprouve une certaine culpabilité. Et donc il le représente comme un vrai cadavre, hein, d'un homme vieillissant et d'un homme dont on voit toute la déchéance humaine. Mais c'est pas le pire, parce que regardez maintenant. C'est la taille qui est le pire. Parce qu'il le représente à cette échelle-là. Et cette échelle-là, c'est pire encore parce que c'est un homme qui est réduit à presque rien, qui est visiblement complètement en train de disparaître physiquement de la Terre, d'être aspiré par le néant. On voit cet homme-là qui est en train de retrécir littéralement, hein, et cet homme-là qui le contemple, il contemple effectivement la mort de son père, probablement sa propre mort et quelque part également son propre anéantissement futur. Or ça, pour nous aujourd'hui, c'est une chose qui choque. Et voir les sculptures de Ron Muck, je n'ai vu une exposition à la Fondation Cartier il y a quelques années à Paris, c'est saisissant et choquant et on ne peut pas ne pas en sortir particulièrement éprouvé. Alors voici un autre sculpteur australien, un petit peu après, qui fait cette sculpture dans laquelle il représente sa mère morte aussi. Sa mère morte avec un corps encore plus éprouvé, hein, là, le corps mort du père de Ron Muck, on pouvait le dater d'une soixantaine d'années. Là, c'est vraiment une femme beaucoup plus âgée, qui doit bien avoir dans les 90 ans, et dont le corps est totalement dévasté. Et il la porte, alors lui est habillé, et elle est nue. C'est choquant et indécent, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, indécent. Mais quand on regarde avec en tête quelques images d'histoire de l'art, d'histoire de la sculpture, on voit que en fait c'est exactement la même position que la fameuse Pietà de Michel-Ange. La Vierge, la jeune Vierge, puisque c'est très étonnant, parce que Michel-Ange représente une Vierge qui est presque plus jeune que son fils. La jeune Vierge, elle a ce visage effondré aussi, de chagrin, mais pas torturé, un regard douloureux et pensif, exactement comme lui. Et elle est habillée.
et elle a dans ses bras le corps affalé, mort de son fils avec le bras ballant. Et là, c'est la position inverse, c'est-à-dire que c'est le fils qui porte la mère, alors que là, c'était la mère qui portait le fils. Donc, cette évocation, elle est saisissante, elle est terrible également, hein, de ce rapport inversé. Et c'est ce que cela veut dire probablement aussi pour nos générations qui sont plus affrontées à l'épreuve du grand âge de leurs parents, parce que les gens vivent de plus en plus vieux, donc c'est nous qui avons à la cinquantaine ou à la soixantaine à nous occuper de nos parents très âgés, qui atteignent facilement les 90 ou les 100 ans. Et donc nous sommes là, nous-mêmes, en train de devenir les parents de nos propres parents, en fait, et de devoir les assister quasiment presque de cette façon. Je reviens à Ron Muck. Le thème de la mort n'est pas le seul aussi qui présente, mais il présente des choses qui sont choquantes dans la mesure où ces corps dans toute la tradition de représentation, étaient plutôt des images de maternité qui ont été sublimées, qui ont été présentées de manière agréable, de manière exprimant la joie, le bonheur de devenir mère. Et là, regardez. Elle le regarde, il n'y a absolument aucun sentiment de bonheur de sa part. Elle a l'air de regarder comme si c'était un étranger complet, cette petite chose qui est déposée. Et d'ailleurs, ce bébé, il a encore le cordon ombilical, il n'est pas lavé, il est gluant. Ça n'est absolument pas l'image d'un bonheur et d'un accomplissement de la maternité. C'est un côté trivial. Voici un autre bébé. Et vous voyez aussi le jeu sur l'échelle qui a été fait par Ron Muck. C'est-à-dire, en fait, il est là aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un bébé qui vient de naître, il est boursouflé, il est joufflu, il n'est pas lavé, il a des taches de partout, et il est odieux, en fait, c'est un monstre, c'est terrible cette chose-là, on a envie qu'une chose s'en débarrasser le plus vite possible, quoi. En plus, il sourit pas, hein, il vous regarde d'un œil torve, il est menaçant. Donc cette façon, vous voyez, de représenter ces corps-là, ces corps nus, à l'inverse de tradition, c'est probablement pour nous quelque chose qui choque. Alors je passe à des images un peu moins choquantes, même presque un peu plus amusantes. Charles Ray, Family Romance. Et alors là, nous avons l'image idéale de la famille. Le père, la mère et les deux enfants. Mais ils ont tous la même taille. Alors c'est des corps d'enfants, alors il y a un fils et une fille. Donc c'est vraiment la famille parfaite, le modèle idéal. Le modèle idéal, mais aussi, là il y a de l'ironie hein, dans cette façon de les représenter tout nus, dans la vérité de ces corps-là, puisqu'on a la vérité de ces corps d'enfants, enfin que ce sont des corps d'enfants. Tout le monde est à égalité. C'est comme ça dans les familles modernes, hein. On demande aux enfants qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, quel est ton avis, etc. Donc moi j'y vois une représentation en fait d'un idéal que nous avons dans nos sociétés, hein, de nos familles, qui ont quelque chose aussi d'un peu monstrueux à cause de cette norme qu'il faut absolument respecter. Bon, sinon on peut avoir ça. C'est une manière de résoudre la question. Bon, ça je vous l'ai mis juste pour rire. On a aussi d'autres choses qui ne conviennent pas pour nous dans la représentation du corps. Ce n'est pas simplement le corps vieillissant, le corps mort, le côté de la trivialité de ce corps en pleine déchéance humaine. C'est aussi quelque chose qui ne nous plaît pas parce qu'on va représenter des choses qui ont à voir non plus avec la sexualité, mais avec la défécation. Et vous voyez ici, alors Paul McCarthy, c'est un habituel de la provocation. Vous vous souvenez de la fameuse scandale qui a eu lieu à Paris, où il y avait le plug anal. Beaucoup de gens, moi en tout cas, j'ai découvert qu'est-ce que c'était un plug anal. J'ignorais à quoi servait ce genre d'engin, et j'avais cru que c'était comme tout le monde un sapin de Noël, mais non, c'était un plug anal. Ce plug anal avait été érigé
dans le cadre de la FIAC, en pleine place Place Vendôme, c'est ça. Et je l'ai vu érigé le soir même. Le lendemain, on l'avait crevé. C'était une sculpture qui était faite avec de l'air, une bâche représentant la sculpture. Donc le lendemain, on l'avait crevé parce que c'était pas possible de représenter ça en plein Paris. Alors, Paul McCarthy a fait beaucoup de sculptures extrêmement choquantes. Et là, ce Spaghetti Man, on te voit effectivement qu'est-ce qui peut se dérouler en termes de spaghetti. Plus terrible. Kiki Smith, qui est une femme qui fait par ailleurs des sculptures qui peuvent être sublimes. Mais là, ça dépasse tout, quoi, parce que la couleur fait que ça ne peut pas évoquer autre chose. Et c'est une femme réduite à l'état de bête, quoi. Et ça, c'est inadmissible. On est loin de l'homme de Vitruve, là. On est dans ce côté trop trivial qui fait que ce n'est pas acceptable. Je continue dans l'horreur. Accrochez-vous, mais ça va bientôt être terminé. Berline de Bruckner. Alors, une jeune sculptrice qui est d'origine belge et qui, elle, très influencée par l'art flamand, avec beaucoup de choses que l'on voit également dans l'art flamand, y compris d'ailleurs beaucoup par le fameux bœuf écorché de Rembrandt, où elle montre des corps dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils sont vraiment humains ou à moitié, comme on le voit ici, faits de lianes, de branchages, donc des corps qui ont l'air d'avoir souffert, qui ont l'air d'avoir été torturés, qui ont l'air d'avoir été dépecés, qui ont un côté bouché ou sanguinolent. D'ailleurs, on ne sait même pas dire si ce sont des hommes ou des femmes, mais quelque chose qui dégoûte en fait, et qui fait peur et qui fait mal, et qui a quelque part aussi à voir avec une tradition chrétienne de représentation de la crucifixion, avec ce que cela peut avoir de souffrance. C'est cela que ça évoque, Berline de Bruckner. Je passe à quelques sculpteurs qui sont chinois, parce que ce sont les artistes qui montent en ce moment. Et alors là, nous voilà un écorché. Il y a un très bel écorché de Houdon, qui est magnifique à voir. Et maintenant, l'écorché de Houdon, beaucoup de facultés de médecine l'ont acquis déjà à l'époque de Houdon et l'ont gardé depuis. Houdon ne l'avait pas du tout fait d'ailleurs pour faire un écorché, il l'avait fait pour mieux étudier, il voulait faire une statue de Saint-Bruno, il voulait mieux étudier comment était l'anatomie et comment les muscles étaient attachés les uns aux autres, donc il avait fait cette statue d'écorché comme objet d'étude personnelle. Donc voilà, ça n'a rien de sublime cet écorché de Kaoui, parce que au lieu d'être un bel athlète, on a ce ventre énorme, plein de graisse, et cet air qui a l'air vraiment la position et l'air qu'il a, c'est plus un homme, c'est un singe ou un gorille, en tout cas c'est dégoûtant. Et pardon, alors là du fauteuil, je suppose que vous allez avoir du mal à vous asseoir dans votre fauteuil de cuir, maintenant quand vous repenserez à cette image. Alors ça là, oui, c'est encore quelque chose qui est d'un artiste chinois, où on représente des corps monstrueux dans une vraie tradition chinoise qui est la tradition de l'hybride, c'est-à-dire des choses entre les deux, quoi. C'est grotesque, c'est dégoûtant, c'est adipeux, c'est monstrueux, et on n'a pas envie de leur ressembler. En conclusion, enfin, fini le musée des horreurs. Alors en conclusion, je vous propose ceci. Je n'ai pas fini, attendons encore un peu de patience. Alors, vous l'avez tous reconnu, c'est la petite sirène. Depuis 1913, dans le port d'Amsterdam, toute mignonne et toute jolie. Et si vous tapez dans Wikipédia, vous verrez ça. Pourquoi? Alors, en apparence, c'est le fait qu'il y aurait des droits d'auteur, que les descendants ne voudraient pas que l'image apparaisse, etc., et que Wikipédia se protège.
En réalité, c'est parce que Wikipédia ne veut plus avoir des seins nus. Et donc, la censure, vous voyez, existe véritablement, en tout cas sur le net, puisque la statue, elle existe bien toujours. Je viens d'apprendre en regardant encore qu'il y a quelques jours, il y a 5-6 jours, elle avait été repeinte totalement en rouge. Parce que les gens protestaient contre le massacre des baleines, donc elle est parfois vandalisée, mais elle n'est pas complètement effacée, sauf dans Wikipédia, vous n'avez plus que la forme. Alors, en réalité, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que on a vu que en tout ce qui concernait la sexualité, tout ce qui faisait référence à l'érotisme, on avait une fluctuation dans son acceptation. Tantôt on acceptait cette représentation, tantôt non. Mais on voit qu'à notre époque, il paraît avoir accepté plein de choses concernant la sexualité, mais il peut y avoir, comme l'exemple le montre là, des sursauts de pudibonderie, des sursauts liés peut-être aussi à l'influence de certaines religions qui ne veulent plus voir représenter certaines choses. Donc la sexualité est admise, mais pas tout le temps, en tout cas de toute façon c'est fluctuant. Par contre, ce qui a totalement changé par rapport aux époques antérieures, c'est que nous ne sommes plus du tout enclins à contempler, à regarder des choses qui nous évoquent la mort. Or, si on regarde l'époque du Moyen-Âge et notamment le XIVe siècle, on avait des représentations de corps morts très très fréquentes, et notamment ce que l'on appelle des transis. Les transis, ce sont des corps qui sont représentés, transis par la mort, saisis par la mort, et déjà en train le processus de putréfaction est déjà entamé. Alors le plus célèbre de ces transis, c'est le transit de René de Chalon, qui a été sculpté par Ligier Richier, vers 1545, qui se trouve dans l'église de Bar-le-Duc, et qui représente ce squelette, mais dont vous voyez ici qu'il y a encore des lambeaux de chair. Certains transis, on voit les vers qui sortent, on voit les vers qui mangent le corps. Mais on est en plein XIVe siècle, il vient d'avoir la guerre de 100 ans et la Grande Peste, le spectacle de la mort est totalement habituel. Et en plus, tous ces spectacles de transit invitent tous les spectateurs à regarder en face. Regarde ce que tu vas devenir, toi aussi, tu vas mourir, et prépare-toi à la mort. C'est ça ce que cette image renvoie. Alors je vous signale, à ceux qui ne le sauraient pas déjà, que ce fameux transit, c'est pas la peine d'aller à l'église de Bar-le-Duc, puisqu'il se trouve à Moux, chez nous, dans l'Aude. Il se trouve que Henri Bataille, donc ce fameux poète, avait des attaches dans l'Aude, et qu'il a vu, quand il était pendant la guerre de 14, il a vu ce transit dans l'église de Châlons, et il a souhaité que sur sa tombe soit érigée une copie de ce transit de Châlons. Et celui qui a fait la sculpture, c'est le fameux Pompon, que tous connaissent, qui a travaillé aussi beaucoup pour se nourrir avant d'acquérir la célébrité qu'il a acquise très tard. Donc il a fait ce travail de copie. Maintenant c'est signalé dans le village, si vous y allez vous verrez, c'est une chapelle privée, on ne peut la voir que depuis une grille, mais donc vous pouvez voir le fameux transit de René de Chalon dans notre département. Bon, finissons sur quelque chose d'un peu plus drôle. L'année dernière, avant les élections, plusieurs statues ont été érigées dans plusieurs villes des États-Unis. Tout le monde l'aura reconnu, mais je ne sais pas si vous avez été suffisamment attentif. En tout cas, il y a une dame qui le découvre. Je reviens. Voilà, il semble qu'effectivement cette statue était doublement attentatoire, c'est-à-dire on représentait un corps nu, mais en plus sans attribut masculin complet. Alors il est arrivé à cette statue, ce qui doit arriver à des statues, c'est que quand même, vu le buzz que cela a fait, comme on dit aujourd'hui, le scandale que cela a fait, la télévision l'a montré, et comme ça. Et enfin,
La raison l'a emporté. On l'a déboulonné, on l'a emportée et on l'a détruite. Et pour ne pas finir complètement sur toutes ces images horribles que je vous ai présentées, je voudrais vous présenter pour terminer, afin que vous rêviez sur le nu et sur des choses tout à fait acceptables, Canova, Amour embrassant Psyché, où à la fois on a du nu, mais du nu décent, du nu sublime, comme le montre cette image. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine, merci pour ces trois parties. La troisième était terrible. Bon, pour ça, je pense que c'est peut-être le lien avec l'environnement et la santé, mais peut-être qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens aux États-Unis. C'est tant qu'ils s'en occupent. Je crois que... Je voudrais revenir sur les Grecs et un petit peu les Romains, pour qui la beauté était vraiment la beauté masculine, au détriment de la femme, puisque le sexe de la femme, le sexe propre, n'était jamais représenté. Mais ça représentait un peu la société, parce que pour les Grecs, je pense que la sexualité était surtout masculine. C'était vraiment des homosexuels. Et ils avaient d'ailleurs tous leurs gitons, et leurs femmes servaient à la reproduction, et elles étaient dans leur palace en dehors. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais nous avons une spécialiste, me semble-t-il, de la culture ici, grecque et romaine, qui pourrait plus en dire que moi. Ce que je voulais dire aussi, c'est dans la troisième partie, dans la représentation de la misère, de la mort, il n'y a pas d'unité dans ces gravures de, je pense à Jacques Callot, qui a fait une série des gueux, enfin des gravures sur les gueux qui est très réaliste et très dur également. Il a fait une série sur du 7 péchés capitaux qui est assez fort, et sur les gobies aussi, les bossus. Donc, mais là, il n'y a pas d'unité, bien sûr. Mais après, il rejoint la troisième partie avec une représentation justement de la misère, des déformations dues à la vieillesse aussi et à la pauvreté. Je vous ai présenté ça un petit peu par un esprit de provocation, mais c'est toujours ce que je dis aux élèves du cours que je donne maintenant sur l'histoire de la sculpture et notamment de la sculpture contemporaine, c'est que nous avons des préjugés concernant l'art. On veut que ça soit beau, on veut que ça plaise, que ça soit esthétique. Or, ce n'est pas toujours possible pour la sculpture, enfin pour l'art contemporain d'une manière générale. Parce que dans l'art contemporain, ce n'est pas la question première à se poser. L'art n'est pas forcément fait pour plaire ou pour être beau. Il est aussi parfois là pour vous proposer des choses qui sont saisissantes, choquantes, qui font sens. Et c'est, par exemple, si vous regardez une sculpture de Giacometti, tout le monde a en tête une sculpture de Giacometti, on ne peut pas dire que cela soit beau à regarder, mais il n'y a pas, à mon avis, à mon sens, d'image plus saisissante de ce que peut représenter la solitude de l'homme moderne qui avance, surtout l'homme qui marche, là, qui avance tout seul, sans regarder personne, vers sa mort, inéluctable, qui ne regarde rien, qui n'a plus de communication avec les autres. Donc voilà, je vous ai présenté des choses qui sont peut-être un peu choquantes, mais je vous dis, en matière d'art contemporain, essayez de penser autrement. Oui, Pauline Borghese, bien sûr, c'est la sœur de l'empereur. Oui, Pauline Bonaparte, c'est vrai. Marie me dit que j'ai oublié, mais c'est pour ça que c'était si scandaleux qu'elle pose nu. C'était la sœur de l'empereur.